Nous sommes le mardi 26, c'est ça? 2h20. 26 novembre. Oui, non, mais c'était le jour qui me manquait. Alors, on est content parce que donc, Simon, tu nous reviens. Notre lanceur d'alerte préféré, c'est toi. Tu es un peu là comme porte-voix, sinon représentant de... Je ne voudrais pas ce qui m'arrive à Snowden quand même. Hein. Si, tu es un peu porte-voix de... Sinon représentant de la CEPANSO, donc cette association relativement bien connue qui s'occupe d'écologie politique. Et tu m'as signalé que justement la CEPANSO portait un peu le pet sur une affaire d'élevage industriel, des affaires d'élevage industriel et de développement de l'agriculture comme ça industrielle en Dordogne, on va en parler. Je rappelle aussi qu'on a donc les quelques émissions qu'on a faites avec toi, concernaient ces sujets d'écologie, et même une dernière où tu n'étais pas, mais où les gens te connaissaient bien, à Sainte-Foy-la-Grande, puisque eux avaient affaire à un plan local d'urbanisme un peu bizarre, où une grande surface prétendait s'étendre apparemment en dehors de tout cadre légal, et par quelques biais que l'avocat de la CEPANSO a pu justement, avec ses associés, avec ses associatifs de Sainte-Foy, a pu justement contrer. Je crois que ça se passe assez bien. Tu es au courant? Je crois qu'ils ont obtenu gain de cause. Maître Ruffier m'a dit que il ne serait peut-être pas nécessaire, de faire un contentieux. Et il y a dû avoir peut-être un gentleman agreement, mais je ne suis pas au courant. D'accord. Mais enfin, apparemment, voilà. leurs remarques ont été prises en compte. Voilà, voilà, c'est ça. On verra peut-être s'ils nous tiennent au courant d'un compromis quelconque avec cette affaire. Bien, alors, écoute, on commence peut-être par les quelques affaires. Donc, tu m'as dit d'extension d'élevage industriel en Dordogne. Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est que la Dordogne, jusqu'à présent, la voie bretonne, les élevages industriels du type breton, ça n'a jamais occupé quand même une grande importance. La CEPANSO s'était occupée quand même de l'affaire de Mozac, là, de cette exploitation de porcine juste à côté d'un gîte rural, évidemment. Vous voyez, le caractère conflictuel était évident. Et le propriétaire, l'exploitant, qui était en même temps maire du village et président de la Chambre d'agriculture, il y a eu une bagarre qui a duré très longtemps. Il a été condamné plusieurs fois au pénal, en tribunal administratif, etc. Et chaque fois couvert par la préfecture. Ça, parce que l'exploitation existait déjà ou elle voulait s'étendre? Oui. Elle avait été créée, mais je veux dire, ça a commencé avec le gîte rural, enfin, la perte de clientèle du gîte, bien entendu. À cause des émanations des odeurs, évidemment. Et donc, c'est une exploitation qui n'était pas du tout en conformité. Et chaque fois, l'exploitant a été condamné jusqu'en appel. Voilà. Ça, c'est la première. Ça a été une des premières affaires. Mais on en a eu d'autres. Et moi, personnellement, je siège au CODERS à Périgueux, c'est-à-dire au Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques. Et on a souvent des dossiers d'élevage industriel et qui chaque fois sont défendus par la direction départementale de la santé, je ne me rappelle plus, la DDSCP, qui est l'ancien service vétérinaire, en fait, chaque fois défendu en faveur des exploitants. Et en particulier avec des dossiers d'extension, sans enquête publique. Sans enquête publique, contrairement, je veux dire, aux dispositions juridiques. D'accord, mais alors à quoi sert ce conseil Ce conseil, je vais te dire, j'ai une longue expérience. Je suis la seule voix libre et critique et compétente, qui plus est. Mais de toute manière, ça ne sert à rien. Je vote
je vote à peu près 80% des dossiers, donc je ne suis pas du tout un opposant systématique, mais je suis la seule voix libre et critique. C'est une chambre d'enregistrement. Et les autres participants viennent d'où alors? Ah ben, les autres, il y a tous les représentants des services de l'État, qui sont toujours là aux ordres du préfet. Quand même, donc la voix critique est assez limitée de ce point de vue-là. Et puis il y a 2 maires, 2 conseillers généraux, il y a quand même des élus, un représentant de la Chambre d'agriculture, un autre la Chambre de commerce, etc. Voilà, des organismes consulaires. Et le passage par ce comité est obligatoire? Il donne un avis sur les dossiers installations classées, c'est-à-dire les dossiers d'installation industrielle en général, mais aussi les dossiers loi sur l'eau, c'est-à-dire tous les, je veux dire, les dossiers où il y a un impact sur la ressource en eau. D'accord. Voilà. Bon, donc tu es bien placé pour tout ça. Alors, cette histoire maintenant d'autres exploitations. Alors, les autres exploitations, alors, on a l'impression, alors en particulier, il y a 2 dossiers où il y a des contentieux en cours, qui viennent juste de démarrer. Il y a le dossier de la création d'un poulailler industriel de 8400 poules à Boisse, à côté d'Issy-Jacques, et je veux dire en plein bourg, en plein dans le bourg. Et donc il y a une association locale qui s'est créée d'opposants, etc. C'est une création ou une extension? Ah non, ça c'est une création. Une création. C'est une création, ça. Et donc il y a une opposition, je veux dire, non seulement sur la question de l'implantation, mais sur la question du mode de production. On a l'impression, parce qu'il y a d'autres, on a été saisis pour un élevage de canards aussi, plus au nord, je ne me rappelle plus. On a l'impression que, je veux dire, les problèmes bretons cherchent à se délocaliser en Dordogne. Voilà. Donc, cette voie soutenue ardemment par, il faut bien le dire, ardemment par la Chambre d'agriculture et la FNCA, bon, ils n'ont tiré aucune leçon de l'échec, aucune leçon. Et donc, voilà. C'est drôle parce qu'on entend plutôt l'inverse. Oui, mais non, mais bien sûr, mais c'est incroyable. Et donc, chaque fois, ils sont appuyés par le préfet. D'accord. Et donc... l'argument est l'emploi, c'est quoi? Oui, l'emploi. Non, l'activité économique en général, parce que l'emploi, il est quasiment nul dans ces élevages industriels. C'est derrière, il faut dire qu'il y a une entreprise intégratrice qui est Terre du Sud, Terre Sud, donc qui fournit les aliments et le paysan est transformé en salarié de l'entreprise. Voilà, c'est un modèle qui a été développé dès les années 70. Oui, pour beaucoup de choses, les veaux et autres. Voilà, exactement. Et donc là, c'est la filière agro-industrielle. Ça fait travailler la filière agro-industrielle. Voilà. Et tu as l'impression vraiment d'une montée de ce genre de projet? Ben oui, on est alerté plusieurs fois. On a été alerté par des projets. Alors, il y a les maires qui délivrent les permis de construire. Ils hésitent. Il y en a un autre à côté d'Issy-Jacques, j'arrive pas à me rappeler, qui est en instance. Le maire est toujours en train il n'est pas très chaud. Il n'arrive pas à donner son feu vert, mais il doit subir la pression donc là-dessus. C'est toujours le même modèle. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres... Alors, il y a un autre exemple qui est un peu différent. C'est le redémarrage de l'élevage porcin d'Agonac, qui était en stand-by depuis quelques années. Et donc là aussi, il y a une association qui s'est créée. Je veux dire, les gens localement ne veulent pas de ce type d'élevage. D'accord. Alors, il faut dire que pour un pays comme le Périgord, je veux dire, qui a vu la petite agriculture complètement déclinée, etc. En même temps, la qualité des productions agricoles est un réel enjeu économique et culturel, d'ailleurs. Et donc, cette voie de l'élevage industriel,
je veux dire, mais ça mène à rien. Je veux dire, on peut perdre sur tous les plans. Mais oui, la qualité. En qualité. Pourquoi on a amélioré le vin depuis 50 ans en limitant les rendements à l'hectare? D'accord. C'est pas pour rien, en quelque sorte. Et ça devrait être la voie, s'appuyer en fixant des limites sur le plan quantitatif. Je veux dire, moi, je vais sur le marché à Bergerac le samedi et le mercredi, et je peux dire que les poulets qui sont vendus de petits élevages familiaux, ils sont excellents. Oui, hein? Bien sûr. Voilà. Alors, et donc, on veut, je veux dire, suivre ce modèle breton. Alors, vraiment, franchement, on a l'impression que les responsables de ces initiatives, bon, je ne veux pas dire que ce sont des ploucs, mais je le dirais presque. Hein, voilà. En termes de freins ou d'obstacles, donc tu as parlé de ce comité auquel tu participes, qui est donc officiel. Enfin, oui, bon, qui est périlleux, à la préfecture. Voilà, c'est ça. Et il y a bien entendu les associations locales qui peuvent aussi porter leur voix. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça? Après, il y a la CEPANSO, tu me diras, qui est une sorte d'association intermédiaire, comme ça, à la fois privé-public. Il y a aussi, on a contacté quand même la Confédération paysanne, qui est tout à fait opposée à ce type d'élevage, hein, et on a contacté surtout Brigitte Allain. Oui. Hein, voilà, et je veux dire qui est la pour... députée, donc. La députée, naturellement, et donc j'ai suivi les conférences, là, je veux dire, pas les conférences, mais les réunions locales, il y a 2 jours à Prégorieux, par exemple, où elle défend une agriculture paysanne, hein, je veux dire, de qualité. Enfin, on est quand même tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors, surtout qu'il y a un enjeu maintenant, c'est la loi agriculture. Qui est en cours d'élaboration hein, et de débat. Quoi, elle va faire un colloque à l'Assemblée, je crois. Voilà, c'est ça. Tu vas peut-être y aller d'ailleurs, non? Je sais pas. Je sais pas, moi, tu sais, si c'est pour assister simplement, moi je veux bien, mais à condition qu'on ait le droit de prendre la parole. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Hein? Oui. Voilà, et donc, on est, de ce point de vue-là, on est en relation avec quand même des acteurs de terrain, quand même, je veux dire, qui sont sur nos positions. Voilà. D'accord. En gros, tu as l'impression que tout ça est efficace quand même, enfin, parce que, alors, excuse-moi, mais souvent quand tu viens ici ou en tant que lanceur d'alerte, évidemment, tu as un petit côté pessimiste. Enfin, hein, tu râles, tu contres, je dirais c'est du pessimisme actif. D'accord. Donc tu n'es pas vraiment découragé en tout cas. Ah non, parce que sans ça, il y aurait longtemps que j'aurais abandonné. Parce que pour moi, même, je ne compte pas tous les échecs et les déceptions que j'ai eues, mais ça a un sens. Voilà, ça a du sens. Voilà, et moi, toute ma vie, j'ai consacré à ça, à la réflexion, à l'action, à la combinaison des deux, etc. Et donc, pour moi, c'est ma vie. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses que la période électorale dans laquelle on entre, là, à la fois municipale et européenne, va porter ces choses un petit peu Ça, sur le plan politique, électoral en particulier, je suis très pessimiste. Ah bon? Je dirais, il faudrait quand même que dans les débats électoraux, il y a des vrais débats politiques. Il faudrait que les élus s'intéressent à autre chose qu'aux élections. Hein? Est-ce que tu portes une solution justement? Alors bon, les élections ne sont pas une solution, mais elles sont sûrement une voie quand même. Oui. Je suppose. Enfin bon. Est-ce que tu as une solution comme ça, même idéale? Je veux dire, je sais pas. Moi, je viens de lire des livres de géographes justement qui parlent beaucoup de tout ça et qui disent tous avec diversement avec des différences, mais qui disent au fond la solution c'est quand même le débat public, c'est-à-dire d'engager le maximum de gens, tant pis s'il faut les tirer au sort ou je sais pas quoi, mais enfin dans ces décisions, plutôt que d'en rester, comme en France on a l'habitude, à des petits comités. On disait tout à l'heure, hors micro, qu'il y a plein de petites associations spontanées, d'initiatives, dont nous ignorons tous les uns les autres. Tout à fait. Leur rapport, quoi. Alors que chaque fois que, comme ça, le hasard nous met, tu viens d'apporter
apporté un papier sur le documentaire de proximité, le cinéma de proximité en Aquitaine. Bon, on ne connaissait pas, et puis voilà, ça nous intéresse. Il y a plein de choses comme ça. Ah, tout à fait. Est-ce que c'est pour moi, ça la solution? C'est des signes optimistes. Ouais. J'ai toujours pensé que les politiques étaient en retard par rapport à la société civile, par rapport aux initiatives de la société civile. Et plus que jamais, ça se confirme. C'est un mystère, ça, quand même, parce qu'ils en viennent. Enfin, je veux dire, ils appartiennent, comme tout le monde, à la société civile, quoi. Oui, et oui. Mais dès qu'ils changent de rôle social, de rôle de fonction, ils n'ont plus la même optique. C'est ça qu'il faudrait savoir. Qu'est-ce qui est le déclencheur d'une barrière qu'on passe, qui n'est pas très bonne à passer. Enfin bon, c'est... Oui. Je pense que, enfin, concernant la France en particulier, la question des mandats qui durent trop longtemps, bien sûr, et qui sont cumulés, etc. Bon, je veux dire, des mandats à vie, on va pas donner des exemples, hein, mais... C'est en passe de se régler lentement, sans doute. Oui, mais enfin, lentement, très lentement. C'est vrai. L'un des géographes que je viens de lire, là, justement, dit tout simplement qu'en France, il y a un tango un peu pervers, comme ça, entre le centralisme, l'État, quoi, et puis le pouvoir local, hein, les petits despotismes locaux, dit-il un peu méchamment. Oui. Voilà. Ah, mais oui, c'est vrai. Et qui est un deal, enfin, un contrat qu'on a passé implicitement, mais dont nous sommes tous finalement responsables, c'est-à-dire, ok, on vous laisse le pouvoir local à condition que vous ne vous occupiez pas de vraie politique, à condition que vous ne vous occupiez pas de véritable politique, qui est la prérogative de l'État central. Et ça me paraît une explication possible, en effet. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les gens qui changent, c'est la loi en France, hein, les lois en France qui sont faites pour renvoyer à l'État. Oui, c'est une tradition colbertiste, hein, de l'État fort, centralisateur, et par-delà d'ailleurs, la décentralisation qui est en partie désamorcée par le cumul des mandats. Voilà, c'est une fabrique de dépossession, en fait, des citoyens. Et l'exemple type, par exemple, ça c'est un grand dossier, d'abord aquitain, puis maintenant qui a pris une dimension européenne, c'est le réseau qui s'est constitué contre les grands projets inutiles et imposés. Les grands projets d'aménagement inutiles et imposés. Tu parlais du contournement de Bourdeil? Non, ça c'est pas un grand projet. Ça ne fait pas partie. Non, mais bien sûr, c'est l'aéroport de Nantes, la LGV, les autoroutes, les grands chantiers, le Lyon-Turin qui coûte des milliards et des milliards, et il n'y a pas de débat public là-dessus. Et donc, il s'est constitué dans le réseau associatif d'inspiration écolo d'abord, mais après ça a bien dépassé cette dimension, eh bien, je veux dire, un réseau de résistance à ces grands projets inutiles. Il y a pourtant quelques lois qui sont consacrées à ce débat public, qui est devenu obligatoire à certains niveaux, sous certaines conditions. Bien sûr, j'ai participé au débat public sur... par exemple, la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, sur le terminal méthanier au Verdon, etc. J'ai plusieurs... Et j'ai même publié et communiqué là-dessus. Hein. Donc sur cette procédure dite du débat public. Le problème, c'est que l'expérience a montré, en particulier là, quand il y a des forts enjeux, comme sur le nucléaire ou autre, eh bien, il y a un débat public sur des projets déjà approuvés. D'accord. Voilà. Alors ça, évidemment... on avait parlé de ça avec l'impact, le risque, la précaution, etc. Voilà. Mais sur le plan bêtement local, est-ce que tu penses pas qu'on pourrait, initier quelque chose de l'ordre d'une pédagogie du débat public, pour toi et moi, pour tout le monde d'ailleurs. Tout à fait d'accord. Peut-être sur des projets plus modestes, effectivement. Oui, absolument. Mais attends, c'est quand même incroyable, dans le code des collectivités territoriales, il y a une procédure qui est complètement lettre morte, c'est le référendum local à l'usage à l'initiative des élus. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est complètement inutilisé.
Hein? Ouais, alors nous, à mon avis, c'est trop dangereux. Voilà. Ouais. Mais nous, on fait ce qu'on peut là, avec notre petite web télé, mais oui, bien sûr. On aimerait bien faire ça. Je ne sais pas comment ça s'appellerait, peu importe le nom, mais au moins qu'on commence à se frotter les uns aux autres pour voir si cet appel au débat public, qui est souvent bien intentionné, mais on ne sait pas très bien à quoi il correspond, si on tradait, enfin peut-être que... Il faut que ça soit formalisé quand même. Oui, bien sûr. Voilà, on fait ce qu'on peut ici, en formalisant, en t'invitant, ou je sais pas quoi. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Il faut que ce soit formalisé. Mais, enfin bon, tu te vois pas demandant... Pardon. Tu te vois pas demandant aux élus locaux... je sais pas, leur passer le bébé, quoi, en disant, ne serait-ce qu'un peu formalisé, effectivement, un truc qui dirait, ben voilà, peut-être sur tel sujet, on pourrait inviter machin. Voilà. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas trop de ronds-points et je veux dire, non, mais c'est un sujet qu'on peut aborder. Oui, ça pourrait être sympathique parce que c'est déjà fait, quoi. C'est déjà fait, on va pas les détruire tout de suite. Oui, bien sûr. Mais voilà, ça serait intéressant sur des trucs comme ça qui sont minuscules, peut-être. Oui, alors que... Exercer notre capacité. Oui. Alors que le problème de l'assainissement, on ne le voit pas. Et je veux dire, c'est pas spectaculaire. Oui, c'est ça. Bon, ben merci. Alors on va revenir, pour finir, peut-être à l'état actuel de ces controverses ou de ces luttes là à propos de ces extensions ou de ces créations. Les contentieux. Oui, de ces contentieux. Oui. On en est où? Voilà, alors on a eu un échange de lettres un peu musclé avec la préfecture, parce qu'on a mis en cause son service chargé d'instruire ces dossiers, quoi. Ah bon? Oui, le boulot n'avait pas été très bien fait. Mais oui, non, et puis surtout, il est complètement partisan. Voilà. Et donc, furieux, le préfet nous a répondu en nous menaçant de poursuites, de diffamation, etc. Ah bon? Je veux dire, alors nous, on a répondu, donc. Donc il y a cet aspect-là, cet arrière-plan. Il y a arrière-plan, ce qui explique que la voie contentieuse, le tribunal administratif est saisi, en particulier sur la question juridique qui a l'air un peu technique, mais qui a une portée justement... La saisine est faite par la CEPANSO. Oui, bien sûr, la saisine est faite par la CEPANSO. Donc toujours sur un peu la même question, le fait que des autorisations préfectorales sont délivrées sans enquête publique. D'accord. Voilà. Et chaque fois, c'est la même chose. Et pourtant, le préfet se défend de rester dans les clous. Enfin, il prétend toujours, évidemment. Il est dans les clous, toujours, forcément. J'ai une toute petite question annexe, là, mais là, on parle toujours de la préfecture, mais Bergerac est une sous-préfecture. Oui. Le sous-préfet est présent. Donc alors, par contre, le sous-préfet a eu quand même une bonne réaction concernant le dossier. Ça ne concerne pas l'élevage, les problèmes d'élevage, mais l'ouverture illégale de la carrière je veux dire, par l'entreprise Biard. Oui, c'est plutôt la réactivation de la carrière par l'entreprise Biard. Et là, il a quand même réagi correctement. D'accord. Le sous-préfet. D'accord, donc les représentants de l'État ne sont pas tous mauvais. Non. Non, mais là, dans le cas des élevages, ce qu'il y a d'évident, c'est que le préfet donne sa bénédiction à des initiatives de son service en relation permanente avec la profession. D'accord. Voilà, c'est ça. Okay. Bon, merci Simon. Ça te va comme ça? Très bien. Ok, à la prochaine, j'espère.